on est ravis d'être là ce matin avec vous pour parler du Green Deal, un sujet qui n'est pas forcément bien connu par tous et certainement pas bien maîtrisé par tous. Donc, on est ravis de pouvoir échanger autour du sujet ce matin. Donc, pour démarrer ce webinaire, je vais passer la parole à Mickaël pour pouvoir commencer. Merci Judith. Bonjour à toutes et tous pour ce webinaire autour du Green Deal qui est aussi appelé Pacte vert européen, qui vise à l'échelle de l'Europe de transformer le continent pour qu'il soit climatiquement neutre d'ici 2050. Donc l'ambition, elle est évidemment très forte, ce qui va se traduire et qui commence à se traduire par des réglementations qui vont être progressivement appliquées, entrées en vigueur. Beaucoup sont encore en discussion et à venir. Et donc l'objectif de ce webinaire, c'est finalement d'essayer de déterminer qui est concerné, dans quelle mesure et à quelle échéance. L'objectif, dans un esprit de veille stratégique, d'intelligence économique, qui est évidemment notre sujet chez SynDup, c'est de savoir comment anticiper sa mise en œuvre pour une aide à la décision. Nous avons donc co-organisé ce webinaire avec Cerenec, qui est une entreprise spécialisée dans la production d'informations à haute valeur ajoutée pour les dirigeants, qui est représentée ce matin par son fondateur Pascal Jugan. Bonjour Pascal. Bonjour Mickaël. Merci d'être là. On a déjà eu l'occasion de communiquer avec Cerenec à travers une note de tendance sur justement les enjeux liés au Green Deal que vous pouvez retrouver. On a communiqué récemment sur les réseaux sociaux pour la remettre en avant à l'occasion de ce webinaire, qui est une fiche de 4 pages très synthétique qui donne des clés de lecture sur les impacts du Green Deal. Et donc ce webinaire ce matin nous donne l'occasion de recevoir Hugues Fervent. Hugues. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Hugues est un acteur et membre consultatif de European Green Digital Coalition et spécialiste des travaux relatifs à l'impact énergétique et écologique dans la transformation numérique. Gilles intervient aussi dans les travaux de The Shift Project et dirige une société de conseil en transformation des organisations. Donc, ça va nous permettre, à travers ton intervention ce matin, d'apporter un certain nombre d'éclairages sur les discussions en cours au niveau de la Commission européenne. Avant de démarrer le propos avec Hugues, Pascal, je te passe la parole pour qu'on fasse un petit tour de webcam et que tu puisses rapidement te présenter si tu veux bien. Bien sûr, avec grand plaisir. Bonjour à tous. Mickaël l'a dit, je suis président fondateur de Cerenec, qui a été créé en 2016 avec un métier, produire de l'information à haute valeur ajoutée pour permettre aux dirigeants de développer leur entreprise dans un contexte très évolutif et sous deux formes, intelligence économique et prospective. Et comme nous allons le montrer au cours de ce webinaire, la législation Green Deal est dans un contexte très évolutif. Donc, depuis 2019, nous avons senti que le paquet Green Deal, paquet législatif Green Deal, sera un dossier long, compliqué et transformatif pour les entreprises de l'Union européenne. Et nous nous rappelions ce que nous avons pu constater dans un autre contexte professionnel lors de l'élaboration du paquet marché unique et du paquet euro. Processus très très long. Donc, avec nos correspondants bruxellois, nous avons mis en place un réseau nous permettant de recueillir des informations auprès des sources les plus proches de la prise de décision. À partir de ces sources, nous fournissons à nos clients des rapports rassemblant des informations à haute valeur ajoutée, brutes ou analysées. Ce sont des solutions sur mesure, des solutions business qui permettent la prise de décision. D'un autre côté, donc, les études prospectives permettent de projeter nos clients dans des possibles évolutions, des ruptures. Excuse-moi Pascal, on a un micro qui doit frotter du papier. Pardon. Alors, oui, c'est pas bien. D'accord. Je crois que c'est de mon côté. Donc, des études prospectives qui permettent de se projeter à 5 ans et qui sont réalisées à partir de travaux de chercheurs ou de nos correspondants qui sont installés dans les 3 centres majeurs de l'économie mondiale, c'est-à-dire la Californie, le Guangdong en Chine
et puis évidemment l'Allemagne, pour détecter les ruptures. Et donc, on a réalisé, il y a 4 ans, juste après l'annonce du paquet Green Deal, une étude sur les impacts qu'auront les actuelles et futures lois vertes sur l'organisation et la gouvernance des entreprises. Merci de votre attention. Merci Pascal. On va passer la parole à Hugues également pour pouvoir vous présenter. Oui, merci Michael. Alors, de mon côté, en fait, j'ai une double casquette depuis 6 ans. Donc, après avoir passé une trentaine d'années dans le numérique, dans des postes de direction, soit dans des grandes entreprises ou en dirigeant des ETI. Donc, je partage mon temps entre donc une activité au sein d'un think tank qui s'appelle The Shift Project. The Shift Project, c'est un think tank qui a une douzaine d'années d'existence et qui s'est donné pour mission d'aider et d'accélérer la transition vers une économie post-carbone. Vous voyez que la définition de la mission est bien en lien avec ce concept de Green Deal. Et en parallèle, et donc dans ce think tank, je coordonne tous les travaux relatifs au numérique, c'est-à-dire dans quelle mesure en fait la transition numérique en cours justement permet de faciliter ou au contraire de rendre plus compliqué la transition vers ce monde post-carbone. En parallèle de cette activité, j'ai une activité de conseil de direction au sein d'une société que j'ai cofondée il y a 6 ans, qui s'appelle Virtus Management. Et cette activité de conseil de direction s'articule autour de missions d'aide au pilotage des transformations, soit au sein d'organismes publics, soit au sein d'entreprises. Et ces transformations sont en partie liées à la prise en compte d'un certain nombre de transitions, dont la transition environnementale, dont la transition numérique, mais également un certain nombre de transitions sociétales, comme par exemple le rapport au travail, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Mais le sujet existait, je dirais, avant qu'on en parle beaucoup dans les médias. Peut-être que le mieux est maintenant que j'essaye de vous donner en 2 minutes une perspective très macro, très high level de ce qu'est le Green Deal. Et puis je passerai la main ensuite à Pascal pour qu'il vous commente en détail la note d'analyse. En fait, dans le Green Deal, il y a deux mots qui sont importants. Il y a green et il y a deal. Et donc je vais revenir là-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un peu avant 2020, un certain nombre de dirigeants européens ont pris conscience que la contrainte climatique finalement était beaucoup plus sérieuse que la façon dont elle avait été traitée jusque-là, et que un certain nombre de bouleversements allaient se produire dans le monde, et donc il fallait que l'Europe s'adapte à ce changement de contexte. Et l'idée, et c'est pour ça que ça s'appelle le Green Deal, l'idée est venue de se dire finalement, il ne s'agit pas seulement d'une question d'adaptation, il s'agit en fait de faire de ce changement de contexte une opportunité de refonder, en tout cas de refonder une bonne partie de la façon dont l'économie européenne fonctionne, et dans une certaine mesure de repenser également un certain nombre de modes de vie au sein de l'Europe. Donc le Green Deal, finalement, dans son esprit, c'est ça, c'est travailler pour que l'économie européenne se transforme profondément en fonction, en fait, des contraintes croissantes qui vont venir de l'évolution de l'environnement, mais de façon à en faire une opportunité et pas seulement la prise en compte d'un risque.
Donc, dans son essence, c'est ça. Et ensuite, évidemment, pour y arriver, il faut déformer le cadre réglementaire, fiscal, voire culturel, dans lequel cette économie européenne fonctionne. Et c'est pour ça qu'il y a toute une avalanche, en fait, de directives qui soit ont déjà été définies, soit sont en cours de définition à Bruxelles, qui ont pour objectif de déformer en fait ce cadre réglementaire, finalement de modifier les règles du jeu pour que le Green Deal puisse effectivement fonctionner. Donc, comme l'a dit Michael, un certain nombre de directives sont encore en cours de discussion. Bon, on peut se dire quand même que, je dirais, l'an prochain, une bonne partie du chemin réglementaire aura été effectué, mais au jour d'aujourd'hui, je veux dire il peut être assez compliqué de s'y retrouver et de faire la part des choses entre ce qui est déjà acté et ce qui est encore en cours de discussion. Je pense que Pascal pourra éclairer notre lanterne dans les minutes qui viennent. Et enfin, dernier point pour ne pas être trop long, je pense que la tendance est quand même à l'accélération du timing, tout simplement parce que on constate, je dirais presque tous les jours, que le changement climatique s'accélère et que donc les contraintes que l'on avait anticipées il y a 5 ans, eh bien en fait sont en train d'arriver plus vite et plus fort. D'où la nécessité d'accélérer également le rythme de la transformation et de mise en place de ce Green Deal. Et ça s'est notamment vu avec le passage du moins 40% au moins 55%, c'est-à-dire en fait de quelle proportion faut-il réduire les émissions européennes d'ici 2030. On a bien vu qu'en fonction des derniers modèles climatiques qui prédisent finalement une accélération de la montée en température par rapport à ce qui avait été prévu jusque-là, ben, il faut aller plus vite dans le rythme de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, ça a été pris en compte. C'est pris en compte également, dans une certaine mesure, dans le budget qui a été dégagé pour faire tout ça. Voilà. Merci Hugues. On va enchaîner, Pascal, si tu veux bien, avec la synthèse de la note qui a été publiée récemment. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, Michael, cette note est présente sur le site de nos deux organisations. On l'a diffusée, on l'a partagée sur les réseaux sociaux. Et donc, l'idée, c'est vraiment de présenter ce qu'est le paquet, puisque c'est comme ça qu'on nomme en jargon communautaire un ensemble législatif, donc le paquet Pacte vert ou Green Deal, un paquet assez énorme, puisqu'il va modifier en profondeur tout un ensemble de législations européennes sur 6 volets principaux, très rapidement. Hein. D'abord les transports, avec évidemment l'industrie automobile, la construction, l'agriculture, l'énergie, avec tous les débats sur le nucléaire et l'hydrogène, hein, que nous entendons beaucoup en ce moment, le marché carbone, et puis aussi, 6e point, un volet social, parce que notamment le Parlement s'est rendu compte que ce pacte vert, Parlement européen bien sûr, s'est rendu compte que le pacte vert avait des impacts sur les plus modestes, hein, les voitures vertes seront plus chères que les voitures sales. Donc il y a des aides qui sont comprises dans ce volet social. Donc Cerenec et Sindep sont associés pour travailler, pour essayer de décrypter ce pacte vert, hein, dans cette note de tendance. Donc il ne s'agit pas pour nous de savoir si le Green Deal est bien ou pas. On pense que c'est plutôt pas mal. S'il faut être optimiste ou pessimiste sur ce projet, on a quelques petites inquiétudes, mais en tout cas, nous restons pragmatiques et notre sujet, c'est de permettre aux entreprises de s'adapter rapidement et au mieux dans ce nouvel environnement qui va configurer le business et la concurrence pour au moins les 30 années à venir. Alors, ce que nous voulons dire, et ça a été dit par Hugues et par Michael, hein, c'est que contrairement aux annonces qui tombent tous les jours dans la presse, le Green Deal est loin d'être adopté en totalité.
Hein. Donc, il est indispensable de rester en veille, de rassembler de l'information sur des micro-décisions, j'oserais dire, qui sont en discussion dans des conclaves peu connus et qui vont impacter réellement la vie des entreprises. On le sait, le diable ou le bon Dieu sont dans les détails, et ces détails, c'est ce que nous voulons mettre en évidence, SINDUP et Cerenec. Pour cette longueur des processus, je vais vous donner un premier exemple qui a été rédigé par notre correspondant bruxellois, parce qu'on a mis en place tout un réseau pour mieux vous informer à Bruxelles et dans les différentes instances européennes. Donc, ce correspondant nous avait rédigé il y a quelque temps une note sur le processus du règlement batterie. Comme vous le savez, le Green Deal repose aussi sur ces batteries qui permettraient aux voitures de circuler green. Voilà. Donc la Commission européenne a proposé un projet de règlement qui prévoit une série de mesures assez techniques sur la durabilité, la performance. À l'issue de longues discussions, le Parlement européen a adopté sa position. De son côté, le Conseil des ministres de l'Environnement a adopté une orientation générale, et sur la base de ces propositions préliminaires, qui étaient assez différentes entre les trois co-législateurs, enfin les deux co-législateurs plus la Commission, donc il y a eu, c'est le processus européen, il y a eu des discussions dans ce qu'on appelle des trilogues, c'est-à-dire des discussions entre la Commission, le Parlement et le Conseil des ministres, pour parvenir à un compromis. Donc là aussi, les questions portent sur des questions très techniques. Je vous ferai grâce de ces questions parce que sinon on dépasserait le temps de parole. Et donc, il y a eu un premier cycle de débat entre ces trois législateurs, on va dire pour aller vite, qui s'est achevé, qui n'est pas parvenu à un compromis. Et un deuxième cycle s'est réouvert le 9 décembre 2022 pour parvenir à un accord. Apparemment, la discussion est toujours en cours. Donc, vous voyez, sur des aspects très techniques, il y a des débats, il y a des discussions, et SINDUP et Cerenec sont chargés, nous nous chargeons de déterminer les points de discussion et les points d'avancée. Et effectivement, comme l'a dit Hugues, le travail risque d'être un peu long. Vous voyez à travers cet exemple batterie que les débats sont longs. On pense que l'arrivée, la finalisation du Green Deal ne sera pas sous la présidence de l'Espagne, c'est-à-dire au second semestre 2023, mais pourrait déborder sur la présidence belge début 2024 et peut-être même hongroise dernier semestre 2024. D'autant plus que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a présenté le 14 septembre 2022 de nouvelles propositions extrêmement importantes sur le marché intérieur de l'électricité, la création d'une banque européenne de l'hydrogène, sur lequel il faudra travailler. Et donc ensuite, une fois que ces décisions, ces directives ou ces règlements européens auront été adoptés, il faudra les transposer, au moins pour les directives, les transposer dans les législations nationales et avec un va-et-vient avec Bruxelles. Donc là aussi, il faut s'informer sur les discussions en cours entre les États membres et Bruxelles pour parvenir à un accord. Et là-dessus, et c'est aussi un point sur lequel nous voulons vous informer, c'est que toutes ces discussions politiques sont impactées par un lobbying très fort des différents partenaires économiques. Un exemple qui est assez classique, c'est sur le secteur de l'automobile. Nous avons pu décrypter il y a déjà quelques années le lobbying, il y a 3 ans, le lobbying très, très fort des industriels allemands de l'automobile, parce que nous avons pu rencontrer dans notre réseau un fonctionnaire européen très au fait de ces dossiers automobiles. Et donc, le secteur automobile allemand est moteur, évidemment, si j'ose dire, dans le dossier du Green Deal volet automobile, simplement pour l'importance de ces entreprises. Donc, voilà, ils sont écoutés
par les législateurs. Et donc le débat se focalisait autour de savoir comment évaluer la quantité de CO2 produite. Est-ce uniquement l'émission de CO2 lorsque la voiture roule, ou faut-il prendre en compte toute la production et le recyclage de toute la production de CO2 engendrée par la production de l'automobile, mais aussi par son recyclage. Donc il y avait vraiment deux options. Je suis très schématique, évidemment. Et donc, là aussi, très schématiquement, Volkswagen, premier constructeur mondial, était plutôt sur le premier point de vue, et en revanche, Porsche et BMW étaient sur le second. Donc il y avait un lobbying très, très complexe à décrypter, qui a impacté évidemment la prise de décision, puisque le projet d'arrêter la production des véhicules thermiques en 2035 a été repoussé. La décision a été repoussée. Mais aussi, et là aussi, il y a un aspect politique sur lequel nous sommes très attentifs, SINDUP et CERENEC, ces aspects politiques, c'est le fait que le Green Deal ne pourra fonctionner que s'il y a acceptabilité de ce Green Deal par les populations. Or, il y a des questions, et on l'a vu pendant la crise, au début de la crise ukrainienne, avec l'arrêt des livraisons, enfin l'embargo sur les livraisons notamment de gaz russe. La Commission voulait directement passer aux énergies renouvelables, profiter de cette occasion, et les États membres, en revanche, ont refusé et sont passés plus à des sources d'énergie sales, comme le schiste ou venu des États-Unis, ou la remise en œuvre de centrales à charbon, parce que tout simplement, les politiques qui dirigent les États membres sentaient bien que la population n'était pas prête à passer directement aux énergies renouvelables. Donc là aussi, il faut prêter attention, c'est ce que nous proposons, de suivre ces évolutions politiques, économiques et sociétales qui impactent la décision du Green Deal, donc à travers des sources ouvertes ou des sources humaines de l'intelligence économique. Je vous remercie pour votre attention. Merci Pascal, tu as très bien exprimé l'immensité finalement du sujet. Qui peut donner pour certaines activités des personnes qui nous écoutent aujourd'hui des répercussions à court terme directement dans leur secteur d'activité ou leur métier, mais on a aussi un deuxième effet qui est à moyen terme les répercussions indirectes pour soit les sous-traitants, soit les consommateurs, les politiques d'achat, finalement toute la chaîne économique à un moment donné va avoir des répercussions, que ce soit en première ligne ou en seconde. Donc, dans cette période des 2 ans qui arrive, où tout va se négocier, évidemment, la veille est extrêmement importante pour anticiper. Et puis, dans la mise en œuvre qui va suivre, ça va impliquer des transformations. Et qui dit transformation, là aussi, dit nécessité de s'informer efficacement pour avoir des choix stratégiques qui soient les meilleurs possibles. Pour faire la transition avec le sujet qu'on va aborder maintenant avec Hugues, il y a au mois de mars, donc à peine 2 mois, un rapport de l'ADEME et de l'ARCEP qui est sorti, qui faisait la prospective sur l'empreinte environnementale du numérique à horizon 2030 et 2050, et qui nous communiquait des chiffres assez impressionnants d'une empreinte carbone du numérique en France qui pourrait faire plus 45% d'ici 2030, voire pour 2050, ça pourrait être un triplement par rapport à 2020. Donc on voit des courbes dans ce rapport qui ressemblent à des exponentielles. Et quand on regarde un petit peu les facteurs, il y a l'augmentation des volumes de données, notamment avec la 5G, l'intelligence artificielle pour ce qui est du calcul, et les objets connectés, l'IoT qui également ont une empreinte environnementale très forte. Donc la question qu'on peut se poser, puisque par exemple chez SINDUP, nous sommes un acteur du numérique, donc là on est directement sur la thématique, mais on communique ce matin en webinar, on sait très bien que depuis 3-4 ans, même si c'était vrai avant, ça l'est encore plus aujourd'hui, toutes les activités, tous les métiers aujourd'hui sont extrêmement numériques. Donc, on continue de parler de la transformation numérique qui est déjà bien avancée, dans un contexte de contraintes qui va se renforcer avec le Green Deal notamment. Comment, Hugues, on peut
y voir clair aujourd'hui sur les choix en termes de transformation numérique dans un contexte comme celui-ci? Oui, alors merci Michael. Alors, je ne vais pas commenter tout de suite le slide qui s'affiche, mais on peut le laisser à l'écran. Je vais faire le pont avec ce que tu viens de dire. En fait, finalement, je disais tout à l'heure, le Green Deal, c'est le sujet, c'est en grande partie une réinvention de l'économie européenne, la façon dont elle doit fonctionner, et c'est en partie de revisiter nos modes de vie, nos modes de consommation, etc. Et donc de ce point de vue-là, je dirais le secteur du numérique peut être regardé comme tous les autres secteurs. L'industrie du numérique fonctionne d'une certaine façon. Doit-elle continuer à fonctionner ou doit-elle évoluer en fonction de la prise en compte de ces contraintes environnementales? Et par ailleurs, nous utilisons beaucoup le numérique, nous l'utilisons d'une certaine façon. Pouvons-nous continuer sur cette trajectoire ou devons-nous repenser un certain nombre de choses? C'est d'ailleurs indirectement les questions que le rapport de l'ADEME, de l'ARCEP, dont je recommande la lecture par ailleurs, qui est en accès libre sur le site. Donc ce sont ces questions qui sont posées en filigrane du rapport. Ceci dit, dans le cadre du numérique, il y a une complexité supplémentaire. C'est que si on regarde les axes majeurs politiques de la commission actuelle, donc qui ont été posés en 2019 et 2020, en fait, la transition numérique est, avec le Green Deal, le deuxième axe principal de cette politique. Donc au-delà de la question qui est posée au secteur de comment se transformer, il y a également la question de quel rôle transversal le numérique doit-il jouer dans la transformation de l'économie. Pas tout de suite ce slide-là, on peut revenir sur le précédent. Quel rôle doit-il jouer et corrélativement, ça veut donc dire que si on compte lui faire jouer un rôle de plus en plus important, ça veut dire également qu'il faut investir de plus en plus dessus. Et donc, c'est ce qu'on appelle, alors en anglais, la Digital Decade, donc en français, la décennie numérique. Et c'est vraiment l'idée, là aussi, d'utiliser le numérique, en fait, moi je veux dire les choses comme ça, pour faire regagner en fait à l'économie européenne la compétitivité qu'elle a pu perdre dans la décennie passée. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément dit comme ça, mais en fait l'objectif c'est bien celui-là. Et donc, par rapport à l'objectif tel que je viens de le définir, donc il y a un petit peu comme pour le Green Deal, une avalanche en fait de directives qui soit ont été déjà passées, soit sont en cours de discussion et qui ont toutes pour objectif en fait de redonner plus d'autonomie à l'Europe en matière de numérique, parce qu'aujourd'hui, on dit nous utilisons de plus en plus le numérique. Oui, mais si on regarde bien les choses, ce numérique, il n'est pas produit essentiellement en Europe, il est plutôt produit aux États-Unis en ce qui concerne les services et en Asie en ce qui concerne les équipements. Et ça, à partir du moment où une partie de plus en plus importante du fonctionnement de nos sociétés repose sur des usages numériques, ça pose des problèmes de souveraineté et d'indépendance, d'où également d'où par exemple des initiatives en cours comme recréer une industrie européenne des semi-conducteurs, doper la recherche en intelligence artificielle,
et un petit peu plus en aval également à réfléchir à préserver une indépendance cette fois-ci non pas énergétique mais j'allais dire métallique, puisque en fait le numérique pour qu'il fonctionne il a besoin de beaucoup de métaux, et là aussi ces métaux aujourd'hui ils ne viennent pas d'Europe, ils viennent plus dans une grande partie de Chine, où ils viennent dans des pays d'Afrique qui sont en fait mais ils sont issus de mines qui sont contrôlées par des intérêts financiers chinois. Donc, il y a donc toute une dynamique, je dirais, d'extension du numérique et qui est à l'œuvre depuis donc quelques années à Bruxelles et qui est en train de se traduire par les directives dont on parle, je dirais, quasiment toutes les semaines. Hein, toutes les semaines, il y en a une nouvelle. Et bon, la dernière, c'est sur l'intelligence artificielle. Quid de ce que l'on peut faire en Europe pour avoir nos propres outils d'intelligence artificielle générative, l'équivalent de ChatGPT, qui a beaucoup été commenté dans les médias. Donc, jusqu'à en fait, il y a 2 ans à peu près, la Commission et le Conseil européen d'ailleurs ont piloté ces 2 axes, le Green Deal d'un côté et la décennie numérique, de façon à peu près parallèle, et en faisant l'hypothèse implicite que l'un et l'autre étaient non seulement compatibles, mais que, par exemple, faire de plus en plus de numérique, ça allait forcément contribuer à faciliter la mise en place du Green Deal. Et puis, il y a quand même un certain nombre de rapports qui sont parus. Alors, celui de la DEMARCEP est le dernier en date, mais par exemple, au sein du Shift Project, on en a publié un dès 2018, qui a attiré l'attention sur le fait que, oui, mais le numérique actuel, en fait, il n'est pas du tout consubstantiellement compatible avec la transition environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont on a choisi dont on produit le numérique et dont on l'utilise aboutit à une situation où l'empreinte environnementale du numérique dans le monde, elle augmente de 5 à 6% par an. Ça veut donc dire qu'elle quasiment, elle double en 10 ans. Alors que, par ailleurs, on sait qu'on doit diviser par 2 les émissions dans le monde d'ici 2030 pour avoir une bonne chance de limiter la hausse de température en moyenne à 2 degrés. Sachant que 2 degrés en moyenne, hein, tout le monde l'a compris maintenant, c'est plutôt 3,5 degrés en France. Donc, de ces rapports est venue la prise de conscience que il fallait bien entendu continuer à investir dans ces développements numériques, mais également identifier comment ces développements allaient pouvoir se faire de façon plus environnementalement vertueuse. Donc ça, c'était le premier stade de la réflexion. Le deuxième stade de la réflexion a été de se dire mais puisque nous investissons dans le numérique, est-ce que nous priorisons bien en fait ces investissements de façon à ce que ce dont nous allons disposer va bien contribuer à aider les autres secteurs que le numérique à se décarboner. C'était une hypothèse implicite, mais au fur et à mesure que l'on regardait les choses en détail, on s'est aperçu que il ne suffisait pas de dire que c'était le cas pour que ce soit le cas. Et que donc, là aussi, il fallait développer une meilleure connaissance et une meilleure pratique, en fait, de l'usage des services numériques au service de la lutte contre le changement climatique.
Là, on peut passer au deuxième slide. D'où le concept introduit par Ursula von der Leyen il y a à peu près 2 ans de Twin Transition, donc traduit en français par couplage des transitions vertes et numériques. Alors, que veut dire ce couplage? Eh bien, ça veut dire que il faut en fait, c'est pas formulé comme ça, mais c'est petit à petit, c'est ce qui est en train de se faire. Finalement, il faut, non pas au-delà, mais en plus du Green Deal et de la DCD numérique, avoir une troisième vision des choses qui va consister à se dire comment puis-je passer finalement au crible des objectifs environnementaux, l'ensemble des décisions d'investissement ou de régulation du numérique que je suis en train de prendre dans le cadre de la décennie numérique. Et par exemple, quelque chose qui n'est pas fait mais qu'on va devoir faire, il y a des directives qui sont passées récemment comme la Digital Markets Act, Digital Services Act, Digital Act, etc., qui ont tous pour but en fait de réguler en gros le marché des plateformes numériques. En fait, dans ces directives, on n'a pas du tout pris en compte la dimension environnementale. Donc, on a bien pris en compte ce qu'il faut faire pour préserver la propriété privée des données, pour préserver la souveraineté, pour préserver un certain nombre de choses. La Twin Transition va consister à se dire, mais dans ce contexte réglementaire, dans la façon dont on veut faire fonctionner finalement les grands acteurs européens, mais surtout extra-européens en fait, dans le secteur numérique en Europe, quels sont les éléments de régulation qu'il faut ajouter pour que ce fonctionnement se passe bien au profit de l'environnement. Et puis le deuxième axe, c'est effectivement comment s'assure-t-on que la croissance du numérique va bien aider les autres secteurs à se décarboner. Et c'est l'objectif de la European Green Digital Coalition dont tu parlais au début, Michael, donc qui est une alliance industrielle qui s'est mise en place en 2021 et qui, depuis lors, pilote un projet en coopération avec le Parlement européen et la Commission européenne pour identifier des solutions numériques qui soient effectivement efficaces pour aider les autres secteurs à se décarboner. Dit autrement, on a réalisé que ça n'était pas forcément le cas et que donc il faut développer des méthodologies et des analyses pour en fait reprioriser en fait, un certain nombre de développements numériques vers ces objectifs de décarbonation. Ce qui n'était pas, je dirais, ce qui ne se fait pas automatiquement simplement parce qu'on invente de nouvelles technologies et ce qui ne se fait pas non plus du fait des modèles économiques qui sont en place dans le secteur numérique. Et donc tout ça, j'arrive à la fin de la présentation, la conjonction en fait de ces deux objectifs, donc rendre le numérique lui-même plus vertueux, c'est-à-dire inverser en fait la courbe de ces émissions, et deuxièmement contribuer à faire du numérique un facteur de vertu pour les autres secteurs, aboutit en ce moment à la prise de conscience qu'il va falloir effectuer une refondation en fait à la fois économique et sociétale du numérique en Europe. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que un certain nombre de modèles économiques vont changer. On va devoir évoluer de la linéarité vers la circularité. On va devoir valoriser la sobriété plus que l'abondance.
On va devoir également réviser un certain nombre de modes de consommation. Et la bonne chose, je veux dire, c'est que on peut aussi utiliser tous ces bouleversements qui vont se produire rapidement pour changer les règles du jeu, pour disrupter, comme on dit, et finalement pour faire en sorte que les acteurs dominants du numérique qui aujourd'hui sont américains soient déséquilibrés en fait par ces changements de règles du jeu et que ça donne l'occasion en fait de recréer, en tout cas de redoper une industrie européenne du numérique qui a quand même beaucoup perdu de puissance dans la décennie passée. Donc, je dirais, là non plus, c'est pas formulé comme ça, mais dans cette idée de Twin Transition, il y a bien l'idée aussi finalement que le marché intérieur européen fonctionne différemment, de façon à ce que ça crée des opportunités pour que des acteurs numériques européens prennent la place d'acteurs extra-européens qui aujourd'hui sont ultra dominants. Donc, et je finirai là-dessus, je pense que on est en train de voir dans le secteur numérique le fait que tous ces changements ne sont pas que des contraintes, mais ils sont aussi des opportunités pour les entreprises qui seront anticipées, finalement, de se transformer plus vite et d'utiliser en fait ces transformations comme avantage concurrentiel dans les années à venir où les règles du jeu auront profondément changé. Donc moi, c'est ce que j'observe dans mon activité de conseil en France et dans une moindre mesure en Europe. Et bien évidemment, en parallèle, on assiste à une guerre de tranchées de la part d'acteurs dominants qui, eux, voient bien le risque de déséquilibre et de contestation de leur position dominante. Et là, quand je dis ça, je pense notamment aux acteurs américains que sont les GAFAM, Microsoft, Apple, Facebook, etc. Voilà en 10 minutes comment le secteur numérique, je pense, peut être positionné par rapport au Green Deal. Merci Hugues. Alors, Hugues, là récemment, ces 72 dernières heures, on a vu par exemple dans la presse un débat autour de l'installation d'un data center de Meta en Espagne, pour lequel les estimations qui circulent seraient de l'ordre de 600 millions de litres d'eau par an nécessaires pour faire fonctionner ce data center. Et puis plus récemment, il y a quelques heures, Microsoft qui communiquait sur l'achat de millions de crédits de carbone pour, entre guillemets, dans la presse, un permis de polluer durant quelques années. Donc, effectivement, on voit bien que le conflit économique, les rapports de force sont en train de s'intensifier autour de ces sujets-là. Mais quand on parle, par exemple, de la consommation de l'eau, qui est un sujet d'actualité, est-ce que l'eau rentre aussi dans les réglementations à venir du Green Deal, alors que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé du carbone? Est-ce que toutes les autres ressources vont petit à petit être aussi discutées? Est-ce que ça fait partie du chantier? Alors, je pense qu'elles vont être, mais peut-être Pascal pourra compléter, je pense qu'elles vont être discutées, mais clairement, pour l'instant, le zoom est sur les émissions. Il y a un objectif clair, le moins 55%, donc c'est sur les émissions. On n'a pas d'objectif similaire sur de combien doit-on réduire notre consommation d'eau d'ici 2030. Ça, on n'est pas du tout au même niveau de maturité. Et on n'est pas non plus au même niveau de maturité. Alors, on est un peu plus avancé sans doute sur le degré d'artificialisation des sols et des choses comme ça. Encore, ça dépend beaucoup des pays. Mais ce qu'on voit en fait, et l'exemple du data center de Meta en Espagne est intéressant et symptomatique, c'est que on va voir apparaître de plus en plus des concurrences d'usage en fait sur des ressources qui sont de plus en plus rares. Et en fait, ces ressources, c'est l'eau, mais c'est aussi l'électricité.
l'électricité. Aujourd'hui, la vision de RTE en France, c'est que la consommation d'électricité des data centers va doubler entre 2020 et 2030. D'accord ? Et qu'aujourd'hui, une installation d'un méga data center ou de plusieurs data centers dans une zone est susceptible d'assécher complètement en fait le potentiel de puissance électrique disponible, qui du coup n'est plus disponible pour d'autres développements. Et donc à un moment où, par exemple dans le transport, confère la présentation d'Elisabeth Borne hier avant-hier sur la planification écologique dans le secteur des transports, la réussite ou l'échec passera par la capacité à électrifier suffisamment vite le parc à venir et le parc existant. Pour électrifier, la palisse qui parle, il faut de l'électricité. Et si cette électricité est préemptée par une profusion de data centers, eh bien, elle ne sera plus disponible dans un contexte où notre capacité de production va être limitée dans les 15 ans à venir. Elle ne sera plus disponible. Donc, en fait, cet exemple met en évidence sous la forme de contraintes la réalité que il faut bien repenser en fait le fonctionnement d'un certain nombre de secteurs dans un contexte où on ne peut plus faire l'hypothèse implicite que toutes les ressources dont on a besoin sont forcément disponibles. C'est ça vraiment le point central en fait. Avant de conclure et de prendre les questions s'il y en a, pour compléter ce qui vient d'être dit, là j'ai un article sous les yeux qui date du 16 mai, donc tout frais, sur le site dumonde.fr. La commission monte au créneau pour défendre le pacte vert. Si une grande partie des législations du paquet climat ont été adoptées, des voix s'élèvent contre certains projets touchant la biodiversité. Et là, on évoque dans cet article notamment l'objectif qui serait donc a priori dans le pacte vert, donc le Green Deal, d'ici 2030, de restaurer 1/5 des écosystèmes endommagés sur le continent et également de limiter l'usage des pesticides. Donc quand on lit cet article, on se dit que finalement on va petit à petit, là dans les semaines et les mois qui viennent, entendre de plus en plus parler de ces autres ressources de la biodiversité, après avoir beaucoup entendu parler du carbone. Oui, Pascal ? Oui, juste un point pour effectivement rebondir sur ce que tu viens de dire, Michael, et aussi sur ce que vient de dire Hugues sur l'eau. Comme je disais, il y a donc un volet agriculture et ce volet essentiellement s'attaque à limiter les excès d'émissions de CO2. Hein. Et concrètement, la Commission proposait de planter au moins 3 milliards d'arbres supplémentaires d'ici à 2030. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'une proposition de règlement, c'est-à-dire que ça s'applique directement dans tous les États membres, sans laisser à ces derniers des possibilités d'adaptation. Donc, c'est quelque chose de très fort. Mais ça ne concerne pas ni l'eau, dont parlait Hugues, ou alors dans un processus écologique de longue durée, ni effectivement à la biodiversité. Et je pense qu'il faut revenir à ce que disait Hugues tout à fait au début de sa présentation, qu'il y a deux objectifs dans ce pacte Green Deal, qui est d'une part effectivement de respecter les accords de Paris, hein, donc de baisser le niveau d'émissions de CO2, hein, et aussi, et peut-être surtout, de transformer l'économie européenne. Donc, le volet, je dirais, écologique, green, n'est qu'une partie, peut-être une partie seconde de ce pacte vert. Merci. Alors pour conclure, avant de prendre les questions, je mentionne un rapport également qui est tombé hier, qui va être présenté ces prochains jours dans le détail
qui est le rapport de France Stratégie sur l'évaluation des impacts macroéconomiques de la transition écologique. Donc, on retrouve tout ça sur le site de France Stratégie. Le rapport de l'ARCEP et de l'ADEME, on le retrouve sur arcep.fr. Est-ce que Pascal et Hugues, vous pouvez, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans des démarches de veille et donc de bouquets de sources qualifiés, mentionner, si vous en avez à l'esprit, quelques sources importantes à suivre justement sur l'évolution et notamment les études et les rapports de tous ces sujets. Pascal, par exemple, pour commencer. Oui, je pense qu'effectivement, tu as évoqué un certain nombre de sources françaises. Je crois que les sites européens sont extrêmement bien alimentés. Il y a, je pense aussi Euractiv, hein, qui est donc une source très européenne. Alors, en revanche, pour les détails dont le diable étant dans les détails, comme je le disais tout à l'heure, pour les discussions techniques, il y a un problème de transparence de l'Union européenne. J'ai cherché des informations sur ces fameux trilogues et ça m'a pris 3 jours pour arriver à quelque chose de très difficile à manœuvrer. Donc, il y a vraiment un problème de transparence de la part de l'Union européenne, mais en même temps, leurs sites officiels sont vraiment de très bonne qualité. Et puis, voilà, il y a les études de SINDUP et de Cerenec pour très bien s'informer. Merci. Hugues. Peut-être, je peux compléter. D'une part, du côté du Chip Project, on a publié en 2022 quelque chose qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. C'était un peu une préfiguration, toute modestie à part, de ce que Elisabeth Borne a présenté il y a 2 jours. Mais c'est justement un exercice qui essaye de mettre en évidence les transformations sectorielles qui vont devoir se produire et les conséquences, notamment en termes d'emploi. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister et quelque chose sur lequel je suis en train d'assister dans mes missions, c'est en fait la rupture de la planification. C'est-à-dire que, par exemple, à travers l'approche carbone, aujourd'hui, les entreprises, non seulement doivent faire des bilans carbone, mais doivent identifier en fait des trajectoires de réduction de leurs émissions. Je parle des plus grosses, hein, puisque pour l'instant, ces contraintes s'appliquent simplement aux grosses. Et en fait, ça oblige donc, du coup, à se projeter à 5 ans, à 10 ans. Et en fait, j'observe que c'est un type d'exercice que les entreprises avaient un peu laissé de côté depuis quelques temps, depuis un temps assez important même. Je pense qu'il y a une conséquence en fait, assez pratique qui est finalement de se redoter d'un savoir-faire et de se redoter des outils à la fois en termes de prise d'informations externes, mais également en termes de processus internes au sein des entreprises pour être capable de mener ce type d'exercice prospectif et de planification. Et je pense que c'est vraiment très, très important. Et c'est très important, pas seulement pour les grosses entreprises, mais c'est aussi important pour les plus petites parce que il y a énormément de changements qui vont se produire et plus on peut les anticiper et plus on sera en position d'en profiter. Très bien, merci à vous deux pour la partie sourcing. Pascal, un mot de conclusion et Hugues également. Très rapidement, je pense que dire que le Pacte vert est un projet extrêmement lourd, complexe, important et je dirais décisif pour l'économie de l'Union européenne et plus globalement pour la vie sur Terre. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête. J'insiste aussi sur l'acceptabilité par les citoyens qui est quand même un enjeu extraordinaire. Voilà ce que je pouvais dire en conclusion. Merci beaucoup.
Oui, moi j'ajouterais peut-être que je pense que dans peut-être une frustration, je pense que dans le Green Deal, précisément, je pense que tous les aspects économiques maintenant sont bien vus. Je pense que tout ce qui concerne les transformations sociétales, là, il y a des points de faiblesse. À mon avis, il n'y a pas suffisamment, on n'en parle pas suffisamment. Or, il ne s'agit pas seulement de créer un nouveau type d'économie, il s'agit fondamentalement de créer un nouveau type de société et de fonctionnement social. Et c'est important pour l'Europe, mais c'est important pour le reste du monde aussi, parce que beaucoup de pays qui aujourd'hui sont en train de se développer, eh bien, ils se développent par rapport à des modèles qu'ils connaissent. Et les modèles qu'ils connaissent, c'est essentiellement des modèles américains ou le modèle européen adapté du modèle américain. Or, on sait que ces modèles, consubstantiellement, ils sont pas compatibles avec les contraintes environnementales qu'on a devant nous. Et donc, je dirais l'obligation finalement de succès de l'Europe dans ce Green Deal, elle va au-delà de l'Europe, elle est aussi importante pour le reste de la planète. Merci. On va prendre une ou plusieurs questions s'il y en a. Judith, toi qui échanges en direct avec des personnes connectées, est-ce que tu as une question à remonter? Oui, alors tout à fait. Alors j'ai une question qui remontait, qui rejoint finalement le dernier propos de Pascal concernant ce côté acceptabilité plus de la population. Donc la question, c'était de savoir, donc il a été évoqué dans la presse une taxe carbone pour les ménages européens dès 2027. Donc voilà, ça fait le lien avec le côté acceptabilité. Donc on passe plutôt côté ménage que côté entreprise. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? C'est quelque chose qui a été acté ou c'est simplement en cours de préparation? À ma connaissance, et avec toutes les réserves que cela veut dire, je pense que c'est encore en cours de discussion. Et politiquement, ça va être très difficile à faire passer, hein. On le voit en France et je pense que dans d'autres pays, ça va être un peu le même débat, hein. Je veux dire, les pays de l'Est, par exemple, enfin les PECO, enfin les anciens PECO, voilà, ça va poser des problèmes, hein. Je pense notamment à la Pologne, qui est quand même devenu un pays extrêmement important dans l'Union, voilà, qui fonctionne encore avec des centrales à charbon. Ça va être difficile d'avoir une taxe très importante, ce qui logiquement devrait être, puisque c'est très pollueur. Voilà, donc difficilement acceptable auprès d'une population qui est en pleine évolution économique. Merci. Par contre, pour compléter, le principe d'une taxe carbone aux frontières européennes est maintenant est acté, hein. Il va être mis en œuvre pour un certain nombre de secteurs, mais ce n'est que la première étape et ça concernera aussi après des produits finis, par exemple des produits électroniques. Et ça, d'une façon ou d'une autre, ça aboutira à une hausse des prix. Donc, ça aura aussi des conséquences indirectes. Ça se verra moins, mais ce sera présent. Il y a aussi un sujet en ce moment qui est pas mal traité dans la presse, c'est le reporting ESG on s'attendait à voir imposé à toutes les entreprises de plus de 250 salariés, qui a priori revient en débat, en discussion. Il y a pas mal d'opposition à ce reporting obligatoire des entreprises, ce qui s'appelle la CSRD. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui devait être acté, qui pourrait être remis en cause? Finalement, les discussions n'étaient pas complètement verrouillées par rapport à ce reporting. Alors, il y a plein. C'est compliqué de répondre rapidement à cette question parce que le sujet est complexe. D'abord, il est complexe en Europe et jusqu'à quel degré de granularité doit porter ce type de reporting, sachant que par ailleurs, il faut bien être conscient aussi que je dirais la disponibilité des données environnementales est quand même beaucoup plus faible aujourd'hui que les données financières. Donc, demander un reporting très fin sur des données qui ne sont pas forcément disponibles, c'est dans la pratique très compliqué.
Et puis après, il y a un deuxième débat qui est quelles sont les normes en fait de reporting qu'on veut adopter, sachant que là, il y a une concurrence entre l'approche poussée par l'Europe et l'approche poussée par les États-Unis qui se targuent du fait que l'approche qu'ils poussent serait l'approche internationale. En gros, l'approche poussée par l'Europe dit il faut non seulement mesurer, en fait, faut être capable de mesurer l'impact de la déformation de l'environnement sur les performances de l'entreprise, mais il faut aussi être capable de mesurer l'impact de l'entreprise sur l'environnement. C'est le principe dit de double matérialité. Alors que dans le cas américain, c'est seulement la première dimension qui est censée être reportée. Donc on voit bien que derrière, il y a des stratégies en fait, politiques qui sont très différentes. Donc effectivement, les dés ne sont pas encore, à mon avis, tout à fait jetés. Je pense qu'il va y avoir encore pas mal de discussions, de façon pragmatique quand même. Je dirais que si toutes les entreprises qui doivent le faire faisaient déjà leur bilan carbone, ce serait déjà pas mal. Or, on sait qu'en France, 60% des entreprises qui devraient le faire ne le font pas. Très bien. Bien. Merci à vous deux pour ces échanges. Je crois, Judith, qu'on a fait à peu près le tour des questions. Puis on a un petit peu débordé sur le timing, mais c'est vrai que le sujet est tellement vaste qu'on pourrait de toute façon y passer la journée sans aucune difficulté. Donc, c'est un sujet que l'on va continuer de suivre de près. Avec Cerenec et Sindup. Et puis pour toutes les personnes qui ont des dispositifs de veille en place dans leurs organisations, si ce n'est déjà fait, on vous invite évidemment à développer des axes de veille sur ces sujets croisés avec vos métiers, vos secteurs d'activité pour anticiper du mieux possible les répercussions. Mais on a bien vu que l'anticipation, elle n'était pas si simple parce qu'effectivement, il faut après faire le tri entre les effets d'annonce et ce qui est véritablement décidé. Tout ça n'est pas facile à dénicher aujourd'hui tant qu'on est dans des rapports de force et des débats, d'où l'intérêt également d'aller chercher à travers des sources terrain, des sources humaines, du réseau, un peu plus de clairvoyance sur cette complexité. Merci Hugues, Pascal, Judith, et très bonne journée à tout le monde.